Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler loi industrie verte. Ce sera dans quelques instants avec Mathieu Rago, associé chez Veillejourde. On parlera ensuite Quiet Cutting avec Nina Tarouni, présidente de Global Impact. Et enfin, on évoquera la souveraineté numérique avec Brunsen Bertrand, professeur de droit public à l'Université de Rennes. Voilà pour les titres, c'est parti pour Lex Inside. On débute tout de suite ce Lex Inside et on va parler de la loi Industrie verte avec mon invité Mathieu Rago, associé au sein du cabinet Veillejourde. Mathieu, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, je vous propose d'étudier les enseignements de la loi Industrie verte, plutôt les fondements de cette loi. Quels sont ses principaux objectifs? Alors, comme son nom l'indique, elle a deux enjeux, une partie verte et une partie industrie. Sur la partie verte, c'est une partie donc environnementale. L'industrie en France représente toujours, c'est à peu près la même chose en Europe, 20% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a 50 sites industriels en France qui représentent seuls 11% des émissions de gaz à effet de serre nationales. Donc on a un bilan carbone industriel qui est élevé. L'enjeu de la loi industrie verte, c'est d'essayer de réduire, de décarboner cette industrie. Et puis il y a un enjeu économique, c'est la partie industrie. La France devait réagir parce que la Chine, en 2021, a défini un plan quinquennal pour soutenir l'industrie verte en Chine. Les États-Unis ont pris en 2022, c'était décembre 2022, le Inflation Regulation Act, qui est un plan de soutien à l'industrie verte aux États-Unis avec 370 milliards d'euros sur la table pendant 10 ans. Donc un plan extrêmement ambitieux avec des mesures évidemment protectionnistes. Donc tout ça faisait que la France et l'Europe, là on va parler de la loi industrie verte en France, mais devaient réagir. Donc sous cet enjeu économique industriel, il y a un enjeu de souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse venir sur le territoire français des industries vertes, des industries décarbonées, parce qu'il y a une compétition entre les grandes économies pour attirer au maximum ces industries. Et la France est dans un enjeu depuis 2017 de réindustrialisation. On sait que depuis 50 ans, on a une perte des industries en France. On a enrayé légèrement cette tendance et on essaye désormais de l'inverser. C'est là qu'on parle de réindustrialisation. Donc voilà vraiment les deux grands enjeux de cette loi industrie verte. Maintenant qu'on a exploré les grands enjeux de cette loi, rentrons dans le concret. Quelles sont les mesures concrètes prévues pour accélérer cette implantation de sites industriels en France? Alors le maître mot, c'est simplification et allègement des contraintes administratives, parce que la France a cette réputation d'être très bureaucratique, très réglementaire. Donc le message qui est envoyé, c'est de simplifier. Comment? Alors, une des mesures phares, c'est de diviser par deux les délais d'instruction des autorisations environnementales. Vous savez que pour implanter des industries, je simplifie un peu, mais polluantes ou susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, il faut une autorisation environnementale. Actuellement, ce délai il est de 17 mois. La France, la loi industrie verte, veut essayer de le faire passer à 9 mois, c'est-à-dire de le diviser par deux. Pour cela, ce que la loi propose, c'est de mener les phases de consultation du public. Vous savez qu'on doit toujours avoir une phase de consultation du public en général, va se dérouler parallèlement à l'instruction du dossier, ce qui va nous permettre de gagner du temps, ce qui soulèvera, à mon sens, quelques problèmes que le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a identifié. C'est-à-dire qu'il dit on peut empiler les textes, parce que là, cette mesure de simplification de l'autorisation environnementale s'inscrit dans la continuité déjà de la loi de 2020 de simplification de l'action administrative, de l'action publique. Et donc on empile les textes, mais s'il n'y a pas de moyens associés dans les services instructeurs, on ne gagnera pas forcément de temps. Une autre mesure très importante, c'est une mesure phare de la loi industrie verte, c'est la procédure en quelque sorte tapis rouge pour ce qu'ils appellent des projets d'intérêt national majeur. Donc lorsqu'on est reconnu comme tel par décret, on bénéficie de facilités d'implantation. Donc on l'a vu, il y a l'allègement des autorisations environnementales, mais il y a aussi des possibilités de dérogation à certaines mesures de protection des espèces, puisque parfois vous ne pouvez pas mener un projet parce qu'il y a un hamster nain dans la forêt et que vous ne pouvez pas le déloger. On aura des dérogations sur ce volet-là. Et puis on va avoir des mesures de simplification, d'incitation à venir sur le territoire français. Voilà.
Alors cette loi vise, comme vous l'avez souligné, à accélérer la réindustrialisation du pays et à faire de la France le leader de l'industrie verte. Comment la loi compte-t-elle concilier ces deux objectifs? Alors, la première chose, c'est que ces deux objectifs ne sont pas nécessairement inconciliables d'un point de vue conceptuel. Il faut juste rappeler ce point. C'est que pour protéger l'environnement, pour réduire les émissions carbone, on a plusieurs leviers. On a la sobriété, c'est un levier qui est un peu difficile à actionner, on s'en rend compte quotidiennement. Et il y a l'investissement dans la transition écologique vers des outils de production, vers des modes de production décarbonés. Pour l'investissement, il faut de l'argent. Pour l'argent, il faut de la croissance, il faut de l'emploi. Pour tout cela, il faut de la production industrielle. Donc, industrie verte n'est pas forcément un oxymore. Ensuite, sur des mesures plus concrètes, déjà, la commande publique est incitative. C'est-à-dire que la commande publique va soit intégrer les aspects qualitatifs environnementaux dans la sélection de l'offre la plus avantageuse. Donc, ce qui va permettre d'inciter les acteurs à proposer des offres qui intègrent des paramètres environnementaux. Et puis, il y a tout un volet de la loi qui est important, qui s'inscrit dans l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. C'est-à-dire que d'ici 2050, on voudrait cesser l'artificialisation des sols et utiliser les friches qui existent déjà. Et pour cela, la loi prévoit, et les décrets d'application, donc notamment celui du 6 juillet dernier, prévoient une batterie de mesures qui vont permettre de faciliter la reprise de ces friches industrielles. Quels sont les secteurs visés par cette réindustrialisation? Encore une fois, comme son nom l'indique, ce sont des secteurs qui sont engagés dans les technologies de décarbonation. Donc que ce soit décarbonation dans le bâtiment, dans l'industrie manufacturière, dans les énergies, que ce soit au stade de l'extraction, de la transformation, des réseaux, dans le recyclage, les biomatériaux d'une façon générale, dans les mobilités également. Donc toutes les technologies qui vont dans le sens d'une décarbonation de l'industrie et des activités sont donc définies par le décret comme des secteurs qui sont ciblés pour bénéficier des mesures de la loi Industrie verte. On a vu que l'ambition est claire, c'est assez ambitieux d'ailleurs. Quelles sont les incitations financières et fiscales pour parvenir à réussir ces objectifs, à les atteindre? Alors, en amont des incitations financières et fiscales, on l'a vu, il y a des incitations, ne serait-ce que par des enjeux de compétitivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je parlais de la commande publique. Pour accéder à la commande publique, il sera très judicieux d'avoir investi dans soit des technologies décarbonées, soit de présenter un bilan d'émissions des gaz à effet de serre, donc d'être vertueux sur le terrain environnemental. Donc ça, en soi, c'est une incitation. Il y a évidemment une incitation par la société civile qui est également, elle aussi, de plus en plus demandeuse. Pour la partie législative, il y a une partie incitative qui est un crédit d'impôt qui ne figure pas directement dans la loi Industrie verte, mais qui a été pris dans la continuité de la loi d'Industrie verte, mais par la loi de finances pour 2024. Donc un crédit d'impôt qui devrait permettre, d'après les estimations de l'État, de générer 23 milliards d'investissements dans l'industrie verte. Et puis, pour mobiliser également la société civile dans cette réindustrialisation verte de la France, l'État a créé des produits d'épargne qui seront affectés ou avec des obligations d'affectation minimale vers des projets industrie verte, vers des fonds d'actifs verts non cotés en bourse, donc pour essayer de mobiliser un peu l'épargne civile et de la concentrer sur cet effort de transition écologique de l'industrie. Pour conclure, abordons un peu le calendrier de mise en œuvre de cette loi. Il y a des décrets qui ont été publiés en juillet dernier. Quels sont un peu le planning de mise en œuvre de la loi, les échéances? Alors, la loi a eu... déjà, il y a certaines mesures qui s'appliquaient immédiatement, sans nécessairement avoir besoin de décrets d'application. Ensuite, on a 2 décrets sur des mesures phares qui ont été prises, qui ont été pris en 5 et 6 juillet, donc quelques jours avant la démission du gouvernement Attal, donc juste avant qu'on passe en gestion des affaires courantes. Donc, la loi est sur les rails. Là, ces mesures d'application entrent en vigueur soit immédiatement, soit entrent en vigueur, soit entreront en vigueur différées au mois d'octobre. Donc, d'ici à l'automne, la loi, globalement, sera intégralement applicable. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau, Mathieu Rago. Merci Arnaud.
Nous poursuivons ce Lex Inside avec Nina Tarouni, fondatrice du cabinet Global Impact, avec qui on va parler d'un phénomène qui se répand dans le monde du travail, le quiet quitting. Nina, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que le quiet quitting et comment se manifeste-t-il en entreprise ? Bien, en fait, il s'agit de pratiques déloyales visant à écarter le salarié de l'entreprise. On le traduit par licenciement silencieux. En réalité, c'est plus une incitation à la démission pour faire partir le salarié de l'entreprise sans le licencier. Donc en fait, il se manifeste de plusieurs façons. Il peut y avoir une rupture sur les fonctions et les tâches à réaliser, c'est-à-dire qu'on va donner de moins en moins de tâches à faire aux salariés. Et ça peut aussi se manifester par une coupure du collectif de travail, soit par des consignes qui sont données par le manager ou par l'employeur de ne plus communiquer avec les salariés, soit ça se fait d'une manière un peu plus insidieuse dans la mesure où on voit que le vent a tourné pour le collègue, on ne veut pas être le suivant et du coup on va s'écarter petit à petit de ce salarié qui est visé par ces pratiques déloyales et il va se retrouver isolé en fait de son collectif de travail et de ses fonctions. Est-ce qu'en quelque sorte, on peut résumer par une mise au placard ? Oui, c'est ça. En fait, petit à petit, le salarié se retrouve mis au placard. Alors, ça peut être fait de manière brutale, donc du jour au lendemain, ou alors de manière un peu plus insidieuse, où ça va être un peu plus diffus dans le temps. Et petit à petit, le salarié va se retrouver coupé de ses fonctions et de son collectif de travail. Alors venons-en maintenant aux motivations de l'employeur pour utiliser ces pratiques. Qu'est-ce qui pousse les employeurs à utiliser une pratique telle que le quiet quitting ? Eh bien, en fait, l'entreprise ne souhaite pas licencier le salarié parce que le licenciement a un coût, même si aujourd'hui, on a le barème Macron qui permet justement d'évaluer ce coût, mais parfois il reste trop important pour l'entreprise et donc l'entreprise souhaite se débarrasser du salarié en le coupant de ses fonctions, de son collectif, de façon à ce qu'il prenne lui-même la décision de démissionner de l'entreprise. Il y a aussi une autre explication qu'on a vue aussi dans la jurisprudence, c'est-à-dire en fait c'est un salarié qui peut être problématique, avoir posé des problèmes à ses collègues, ça peut être un management délétère, ça peut être le fait de générer de la souffrance au travail chez des collègues, mais alors au lieu de prendre la décision de licencier le salarié pour faute, eh bien on le coupe du collectif de travail et en fait les entreprises justifient donc cette pratique en disant que ça vise à protéger le collectif de travail qui a pu être touché par des manœuvres, des agissements délétères sur les autres entreprises. Mais là encore, la jurisprudence refuse ces pratiques déloyales puisque l'employeur a des moyens légaux de mettre fin à ces agissements par un licenciement. Alors, quels sont les risques juridiques justement pour l'employeur qui userait de ces pratiques de quiet quitting, par exemple, pour ne pas licencier ? Alors les conséquences juridiques peuvent être nombreuses, puisque souvent on va avoir une atteinte à la santé du salarié qui vont se traduire de diverses façons. Il va y avoir un sentiment d'inutilité du salarié qui peuvent générer de la souffrance psychique, qui peuvent générer de la dépression, voire aller jusqu'au suicide, comme on l'a vu dans les cas de l'entreprise France Télécom. Et dans ce cas-là, l'employeur peut être condamné pour ces manquements en termes de santé, sécurité au travail. On peut aussi avoir une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc, ça peut coûter très cher au final à l'employeur. Et il aurait mieux valu procéder à un licenciement dans les règles de l'art plutôt que finalement détruire un individu pour arriver à son départ de l'entreprise. Alors, un certain nombre d'agissements que vous décrivez, s'ils sont répétés, peuvent-ils être considérés comme du harcèlement moral ? Absolument. Et c'est le risque aussi pour l'entreprise de se faire condamner pour harcèlement moral, puisque le fait de ne pas donner de travail aux salariés, de le mettre au placard, eh bien ça peut tout à fait être qualifié de harcèlement moral. Donc même quand au départ on avait des agissements du salarié qui étaient fautifs,
et qu'on a souhaité écarter d'un collectif pour le protéger, eh bien, finalement, la jurisprudence a décidé qu'on ne harcèle pas le harceleur, quand bien même on aurait qualifié les agissements de ce salarié mis à l'écart de potentiellement individus qui nuiraient au collectif. Et cela pourquoi? Eh bien parce que l'entreprise dispose d'un arsenal juridique, disciplinaire, qui permet d'écarter un salarié sans porter atteinte à sa santé, à sa sécurité au travail et sans porter atteinte à sa dignité. Alors on a parlé de l'arsenal juridique de l'employeur, maintenant plaçons-nous du côté des salariés. Quelles sont les options légales pour les salariés victimes de quiet cutting pour se protéger et se défendre? Alors, on a des acteurs qui sont internes à l'entreprise et externes à l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, il est tout à fait possible de recourir aux représentants du personnel par le biais du comité social et économique, faire aussi appel aux syndicats. Et puis, on a aussi les acteurs externes qui sont l'inspection du travail, la médecine du travail. Et puis, dans un autre registre, plus judiciaire celui-ci, avoir recours à un avocat, voire prendre acte de la rupture de son contrat de travail au tort exclusif de l'employeur. Mais là, ça suppose d'aller en justice. Alors, pour conclure sur une note plus positive, est-ce qu'on ne peut pas agir en mode préventif pour éviter que de telles situations arrivent en entreprise? Quelles sont vos recommandations? Eh bien, en fait, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. S'il s'agit de faire partir un salarié qui peut nuire à certains individus ou collectifs de travail, eh bien, il va s'agir de mettre en œuvre le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Et puis, si on a d'autres motifs pour par exemple insuffisance professionnelle ou autre, eh bien, il va falloir utiliser les voies légales qui sont ceux du licenciement, bien entendu, en prenant en compte le fait que les insuffisances professionnelles ou le fait que le salarié ne performe plus autant qu'avant dans l'exercice de ses fonctions peuvent aussi provenir de l'exposition à des risques psychosociaux. Donc il va falloir peut-être aussi faire un audit ou une évaluation des risques auxquels le salarié est exposé pour comprendre sa situation et ses motivations de manière à prévenir les atteintes à sa santé, à sa sécurité bien sûr, mais aussi voir quelles sont les répercussions sur sa performance pour pouvoir corriger ces dysfonctionnements organisationnels qui portent au final atteinte à l'ensemble de l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre invitation. Nous allons nous intéresser maintenant à la souveraineté numérique avec Brunesen Bertrand, professeure de droit public à l'Université de Rennes, co-directrice d'un ouvrage sur la souveraineté numérique publié aux éditions Brûlant. Brunesen Bertrand, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pour commencer, je vous propose de parler des enjeux concernant la souveraineté numérique. Quels sont les principaux enjeux de cette souveraineté numérique ? Alors, si je devais résumer les principaux enjeux, je dirais que ce sont des enjeux ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on les trouve partout, dans absolument tous les domaines. Ça concerne aussi bien la politique de défense, la politique économique, la protection du modèle de démocratie libérale, la politique commerciale, la régulation des marchés. Donc, ça touche absolument tout. Et quand on met ça tout bout à bout, on se rend compte que pour les États, ça finit par constituer quelque chose d'existentiel, de fondamental, puisque c'est la capacité à garder leur indépendance, la maîtrise de leurs décisions. Et aujourd'hui, on constate que toute décision politique est presque tributaire d'enjeux technologiques. Alors, pour prendre un exemple, prenons l'exemple du cloud. On a eu un moment l'idée d'avoir un cloud sinon souverain, à tout le moins un peu sécurisé en Europe. Comment on fait ça concrètement si on n'a pas de solution ou d'offres européennes capables de rivaliser avec des solutions techniques étrangères qui sont en plus soumises potentiellement à des lois aussi extraterritoriales. Donc la souveraineté numérique, il y a un enjeu d'autonomie stratégique et aussi d'autonomie sur un plan technologique. Et ça, c'est un enjeu, notamment sur le plan industriel, qui est important en Europe. Alors on va aborder la question justement du rôle de l'État dans le cyberespace face à des acteurs, les GAFAM, qui sont devenus de plus en plus puissants. C'est difficile pour les États de garder leur
autorité et de maintenir leur souveraineté. Alors quel rôle pour l'État dans le cyberespace ? Alors, on dit d'un État qu'il est une puissance souveraine parce qu'il n'a ni supérieur, ni égal, ni concurrent. Sauf qu'aujourd'hui, les grandes entreprises technologiques sont devenues potentiellement des rivaux et des concurrents des puissances étatiques. On le voit avec la puissance économique et politique qu'ils ont réussi à acquérir. Ils ont inventé ce modèle de la fonction d'intermédiation. Et donc, ils ont, par cette intermédiation, restructuré toutes les relations de médiation sociale, les nouvelles formes d'emploi, restructurer le débat public, et ils ont aussi une puissance économique qui leur permet d'avoir aussi de jouer un rôle sur le plan politique. Et donc ils investissent des domaines régaliens, c'est-à-dire traditionnellement réservés aux États. On le voit en matière monétaire avec les cryptoactifs, on voit les solutions de sécurité, d'identité numérique qui sont proposées, et aussi sur le terrain de la régulation. C'est-à-dire que pendant longtemps, les conditions générales d'utilisation, c'était la seule régulation des réseaux sociaux. Et maintenant que les États adoptent des règles étatiques, certains contestent l'application de ces règles. Et on assiste comme ça à des bras de fer entre des grandes plateformes et des États. En 2021, c'était Meta et l'Australie. Aujourd'hui, on le voit avec X et le Brésil, et dans une moindre mesure aussi l'Union européenne. Alors, est-ce que c'est l'approche justement de la souveraineté numérique est-elle différente en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Russie ou en Afrique par exemple ? Alors oui, très différentes. Déjà, dans toutes les puissances que vous avez citées, les États-Unis sont les seuls à avoir leurs propres grandes entreprises technologiques. Donc évidemment, le sujet pour eux en termes de souveraineté numérique, même s'ils ne le formulent pas comme ça va être surtout sous l'angle de la guerre économique et commerciale à l'échelle mondiale, et en particulier avec la Chine. Même s'ils ont aussi des sujets en interne de régulation, de concurrence, etc. avec ces plateformes. La Russie, c'est évidemment une situation extrêmement différente, mais elle concentre toute sa stratégie sur le champ informationnel, le contrôle de l'espace informationnel, que ce soit en interne ou aussi à l'étranger. L'Afrique est un continent qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. Il y a beaucoup d'enjeux en termes d'équipement, d'infrastructures, de logiciels, et là aussi d'investir le champ informationnel. Après, comme c'est à l'échelle d'un continent, forcément la position africaine n'est pas univoque sur la question. Et s'agissant de l'Union européenne, c'est vrai qu'on a tendance en France à bien développer cette idée, parce que la France a beaucoup porté ce thème de la souveraineté numérique. C'est pas partagé partout. Il y a quand même aussi beaucoup d'États membres qui voient ça avec un peu plus de suspicion, comme une atteinte au fond à la relation transatlantique qu'ils espèrent privilégier. Donc voilà, il n'y a pas de position européenne univoque non plus. Alors les États doivent faire face aussi à un problème crucial, ce sont les cybermenaces. On sait par exemple un pays comme l'Estonie a été victime de nombreuses cyberattaques. Alors comment les États peuvent-ils se protéger face à ces cybermenaces ? Alors, d'abord en identifiant les auteurs de ces cyberattaques, parce qu'il y a des profils et des motivations extrêmement différentes. Vous pouvez avoir des hackers individuels qui sont motivés par des considérations financières, des activistes qui sont mus par des considérations plus idéologiques. Vous pouvez aussi avoir des formes de cyberespionnage industriel, économique, ou alors des ingérences étrangères de nature plus politique, ou aussi tout simplement de la cybercriminalité au sens de la criminalité classique. Donc évidemment, on ne lutte pas de la même façon contre le cyberespionnage, la cybercriminalité et les ingérences étrangères. Bien sûr. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait cette identification, il faut prendre la mesure que l'enjeu pour relever le niveau de cyber-résilience, c'est un enjeu collectif. C'est-à-dire que si une entreprise se protège seule, prend des mesures de cybersécurité, si ses fournisseurs n'ont pas pris de telles mesures, eh bien, il y aura une faille assez considérable. Donc la cyber-résilience est vraiment un enjeu collectif et aussi un enjeu financier, parce que pour une petite entreprise, ça a un coût aussi au départ, alors qui est sans doute rentabilisé après, mais en tout cas, il faut avoir aussi les moyens et le réflexe de le faire. Aujourd'hui, on voit que les chaînes de valeur économique, elles sont européennes, elles sont mondiales. Donc, il faut vraiment penser ça collectivement. C'est un des objectifs de la directive Nice 2 notamment, d'essayer de proposer une réaction collective, un partage d'informations, une coopération entre les États membres de l'Union européenne, mais voilà, c'est quelque chose qui se met en place lentement. Vous avez évoqué Nice 2. La régulation, c'est la seule manière de faire pour essayer de contrer ces géants du numérique ?
Alors, ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Il y a des points de vue différents. En Europe, on estime en effet que la régulation est nécessaire. D'une part, pour protéger les droits fondamentaux, protection des données à caractère personnel, vie privée, liberté d'expression, protection du droit d'auteur, des droits de propriété intellectuelle, et aussi pour des enjeux économiques. Parce que on s'est aperçu, peut-être un peu tard, mais néanmoins la prise de conscience a été là, qu'il y avait des nouvelles barrières à l'entrée par ce qu'on a appelé les contrôleurs d'accès, des gatekeepers. Et donc il fallait appréhender différemment les questions de concurrence. Alors après, il y a toujours ce débat sur jusqu'où réguler pour ne pas trop annihiler et freiner l'innovation. Sur la régulation de l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet. Mais sur les considérations économiques, le projet européen, c'est de considérer qu'on va être dans une économie, on est largement dans une économie fondée sur la donnée, que la donnée est une ressource essentielle, que les données personnelles comme non personnelles, au demeurant, ont été massivement captées précisément par ces géants du numérique. Et on voudrait essayer d'organiser un modèle européen de partage, de gouvernance des données pour qu'elles puissent circuler. Et ça, le DSA, le DMA. Tout à fait. Et sur ce sujet aussi, le Data Governance Act qui cherche précisément des façons de faire circuler ces données. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres perspectives pour les États? Comment vous voyez justement à l'avenir cette question de la souveraineté numérique, davantage de régulation, plus de liberté pour les acteurs du numérique? Comment ça va s'arbitrer tout cela? Alors, c'est sans doute une question d'équilibre, d'arbitrage politique aussi, parce qu'on voit que les perspectives diffèrent aussi en fonction de certains choix politiques qui peuvent être faits. Il y a un enjeu industriel, de politique industrielle. C'est sûr que quand on compare les investissements dans la politique industrielle et sur ces technologies de rupture, notamment aux États-Unis, en Chine ou en Europe, voilà, c'est sans commune mesure. Et donc, ça passe aussi beaucoup par une politique dynamique en matière industrielle. La régulation, donc on a adopté beaucoup d'actes, vous les avez rappelés. Maintenant, l'enjeu, ça va être celui de leur application et de leur application effective. Et on voit que, notamment, à chaque élection, la question de l'application du DSA se pose. C'est plus compliqué. Oui, tout à fait. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est le moment de se quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.